La FIFA vient de vivre la plus grosse humiliation de son histoire, en 96 heures. Et si t'as pas suivi ces derniers jours, t'as raté l'une des guerres les plus folles que le football ait jamais connues. Pendant que tout le monde parlait encore de la finale de la Coupe du Monde, un événement beaucoup plus grave était en train de se produire dans les bureaux du football mondial. Un événement qui ne s'était jamais produit en plus de 120 ans d'histoire de ce sport. En 96 heures, voilà ce qui s'est passé. Un projet préparé dans le secret le plus total a fuité dans la presse, et il touche directement à la Coupe du Monde. Des noms très proches du pouvoir américain sont impliqués, avec des montants qui dépassent tout ce que le football a jamais connu. En réponse, 55 pays se sont réunis en urgence et ont pris une décision qu'aucune confédération n'avait jamais osé prendre contre la FIFA. Un dirigeant de l'UEFA a qualifié le président de la FIFA d'ennemi du football. La même nuit, la FIFA répond avec un communiqué de déni total, en accusant les médias d'avoir tout inventé. Et le lendemain, tout s'effondre. Son bras droit démissionne en lâchant publiquement. Ses propres cadres l'accusent de les avoir trompés. Son dernier allié l'abandonne. Et le soir même, l'homme le plus puissant du football mondial signe sa reddition. Il aura fallu 4 jours pour que le projet le plus ambitieux de l'histoire de la FIFA soit détruit par une révolte mondiale. Et derrière cette histoire, il y a un système que très peu de gens comprennent. Comment on devient intouchable à la tête du football mondial? Pourquoi cet homme a cru qu'il pouvait tout se permettre? Et pourquoi, cette fois, ça s'est pas passé? Alors dans cette vidéo, je vais tout expliquer simplement. Ce que la FIFA a essayé de faire en secret, pourquoi l'Europe entière est entrée en guerre, le système caché qui explique tout, la chute et ce que ça change pour la suite. Et je te préviens, certains détails de cette histoire vont te choquer. Avant tout, il faut que tu comprennes qui est qui, parce que tout part de là. La FIFA, c'est l'organisation qui dirige le football mondial et qui organise les compétitions entre nations, avec en tête le joyau absolu, la Coupe du Monde. L'UEFA, c'est l'organisation qui gère le football européen, celle de la Ligue des Champions et de l'Euro. Et attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la FIFA n'est pas la patronne de l'UEFA. Ce sont deux organisations indépendantes, chacune avec son président, ses compétitions et son argent. Ce qui les relie, ce sont les fédérations nationales. Comme la Fédération française, elles sont membres des deux à la fois. Et entre les deux organisations, la rivalité couve depuis des années. Garde ça en tête, tout le reste devient simple. Mardi 28 juillet, Gianni Infantino, le président de la FIFA, annonce officiellement un projet appelé FIFA Forward Enterprise. Derrière ce nom compliqué, l'idée est simple. Et elle est énorme. Imagine que la Coupe du Monde est une maison qui appartient à tout le monde, à tous les fans, à toutes les nations. Infantino propose de transformer cette maison en société commerciale, d'y mettre les droits TV de toutes les compétitions de la FIFA et de vendre jusqu'à 20% de cette société à des investisseurs privés. La FIFA garderait les clés avec au moins 80%. Mais des actionnaires privés toucheraient désormais une part des revenus du football mondial. Pour toujours. Et quand tu regardes qui sont ces investisseurs, tu comprends pourquoi le monde du foot a explosé. L'homme attendu à la tête du groupe d'investisseurs s'appelle Joshua Kushner. Son frère, c'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Selon Times, qui a révélé toute l'affaire, l'objectif est de lever 4 milliards de dollars avec des banques géantes comme JP Morgan pour une société valorisée autour de 20 milliards. Une précision qui a son importance, ces chiffres viennent des banques mandatées par la FIFA elle-même. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est même pas le projet. C'est la manière, parce que ce plan a été préparé dans le secret le plus total. D'après le journaliste d'investigation Romain Molina, qui suit ce dossier de près, les confédérations, c'est-à-dire les organisations continentales comme l'UEFA, n'étaient même pas au courant. Elles ont découvert le projet dans la presse, quand le Times l'a publié. Et le lendemain matin, la FIFA a envoyé une lettre aux 211 fédérations nationales du monde pour leur présenter le projet. Molina affirme s'être procuré cette lettre, et son contenu dit tout. Environ 40 millions de dollars promis à chaque fédération qui soutient le plan avant le 19 septembre. Pas de vrai vote prévu, juste un soutien exprimé. Si plus de 50% des fédérations disent oui, le projet passe en express au conseil de la FIFA. Résume la situation. Un projet préparé en secret avec des proches du pouvoir américain, une Coupe du Monde à vendre, et 211 fédérations à qui on agite 40 millions de dollars sous le nez, avec une deadline. Et manquait qu'une étincelle pour que tout explose. Elle est arrivée 2 jours plus tard, un jeudi, et elle venait d'Europe. Jeudi 30 juillet, 2 jours après l'annonce, l'UEFA convoque une réunion d'urgence en visioconférence avec ses 55 fédérations membres. La France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, tout le continent est là. Et ce qui se passe dans cette réunion est du jamais vu. Selon les sources présentes, plus de 50 fédérations demandent la parole, une par une, pour dire la même chose. Ce projet est inacceptable. Même Debbie Hewitt, la présidente de la fédération anglaise, qui est pourtant vice-présidente de la FIFA, parle contre le projet. Au moment du vote, le résultat tombe. 55 voix contre 0. L'unanimité totale. Et la décision qui va avec est historique. Boycott de toutes les compétitions de la FIFA, Coupe du Monde comprise, tant que ce projet resterait en vie.
Dans toute l'histoire du football, jamais une confédération entière n'avait boycotté les compétitions de la FIFA. Jamais. Et le communiqué de l'UEFA, il faut le lire, parce que le ton est d'une violence rare pour le monde du foot. La Coupe du Monde ne peut pas être traitée comme un produit d'investissement. Les associations nationales du monde entier sont face à un ultimatum. Accepter la capture irréversible des plus grandes compétitions du football ou en subir les conséquences. Et la phrase la plus dure, c'est pas simplement un échec profond de leadership, c'est une abdication du devoir de la FIFA en tant que gardienne du football mondial. Quand la déclaration officielle avait fuité 2 jours plus tôt, l'UEFA avait même écrit noir sur blanc « La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s'enrichir, elle et ses amis. » Elle et ses amis. Tout le monde a compris de quels amis on parlait. La vice-présidente de l'UEFA, Laura McAllister, a enfoncé le clou à la BBC. Pas d'autre choix qu'une menace à la hauteur de cette proposition épouvantable et catastrophique. Et elle a accusé la FIFA d'exercer une forme de chantage financier, avec ses 40 millions promis aux fédérations. Selon Romain Molina, une porte-parole de l'UEFA est même allée plus loin en privé, en lâchant devant des journalistes qu'Infantino était devenu un ennemi du football. Un dirigeant de la FIFA qualifié d'ennemi du football par l'UEFA. On n'est plus dans la rivalité, on est dans la guerre ouverte. Et il y a une ironie énorme dans cette histoire. Gianni Infantino, avant de prendre la FIFA en 2016, était le secrétaire général de l'UEFA. C'est la maison qu'il a formée, celle dont il annonçait les tirages au sort de Ligue des Champions. 10 ans plus tard, cette même maison vote à 55 contre 0 pour boycotter ces compétitions. Mais la vraie question, c'est pourquoi Infantino prend un risque pareil ? Pourquoi vendre des parts de la Coupe du Monde alors que la FIFA n'a jamais gagné autant d'argent ? La réponse tient dans un système que très peu de gens comprennent. Et une fois que tu l'as compris, toute cette histoire devient limpide. Et ce système commence par une question toute bête. Comment on devient président de la FIFA et surtout, comment on le reste ? Le mécanisme est simple. L'argent de la Coupe du Monde, les droits TV, la billetterie, les sponsors, tout arrive dans les caisses de la FIFA. Ensuite, la FIFA redistribue une partie de cet argent aux 211 fédérations nationales à travers ses programmes de développement. Et ces mêmes 211 fédérations ont un autre pouvoir. Ce sont elles qui élisent le président de la FIFA. Tu vois le circuit ? Je te donne de l'argent et toi tu votes. Et il y a un détail qui rend ce système encore plus puissant. À la FIFA, chaque pays compte pour une voix. Une seule. La France, championne du monde 2018, 67 millions d'habitants, une voix. Montserrat, une île des Caraïbes de 4000 habitants, une voix aussi. Ce qui veut dire que pour être élu, t'as pas besoin de convaincre les grandes nations du foot, t'as besoin de la masse des petites fédérations, celles pour qui les millions de la FIFA représentent tout. Et souviens-toi de la lettre, 40 millions de dollars promis à ceux qui soutiennent le plan. Pour la fédération française, c'est un bonus. Pour une petite fédération, c'est un trésor impossible à refuser. Maintenant, on regarde le calendrier. L'élection présidentielle de la FIFA a lieu en mars 2027, dans 8 mois. Infantino vise un 4e mandat, qui le maintiendrait au pouvoir jusqu'en 2031. Et pour l'instant, aucun candidat n'ose se présenter contre lui. Pour beaucoup d'observateurs, le timing de ce projet n'est pas un hasard. Distribuer des dizaines de millions aux fédérations quelques mois avant de leur demander leur vote, c'est une stratégie qu'on a rarement vue aussi assumée. Et il y a la question qui fâche. La FIFA est officiellement une association à but non lucratif, basée en Suisse, avec des exemptions fiscales. Une association à but non lucratif qui veut créer une société commerciale de 20 milliards de dollars, dont le président gagne plus de 6 millions de dollars par an. Et selon les révélations du Times reprises par Molina, le montage prévoit un rôle de commissionnaire à la tête de cette nouvelle société. Quelqu'un qui chapeauterait tout, payé potentiellement en dizaines de millions. Et ce commissionnaire, ce serait Infantino lui-même, qui garderait ce rôle même après la fin de ses mandats à la FIFA. Autrement dit, même s'il quitte la présidence un jour, il garderait le contrôle de la machine à cash du football mondial. Molina va encore plus loin. Selon lui, Infantino a même discuté avec l'administration Trump de créer une crypto-monnaie FIFA, après avoir envisagé une banque FIFA. Le rêve d'un football au-dessus des États, avec lui aux commandes. Et cette stratégie des petites nations, tu l'as vu de tes propres yeux pendant cette Coupe du Monde. Souviens-toi de la promotion énorme faite autour du Cap-Vert. On a parlé sur cette chaîne. Une histoire magnifique, sincèrement. Mais pour Infantino, c'est aussi un argument électoral. Plus de petites nations à la Coupe du Monde, c'est plus de fédérations reconnaissantes. C'est exactement pour ça qu'il pousse une Coupe du Monde à 64 équipes pour 2030. Ses opposants résument le problème en une phrase. C'est pas Infantino qui génère cet argent, c'est le football. Mais n'importe qui d'autre à sa place, les milliards arriveront quand même. Voilà le système. Mais cette fois, quelque chose s'est cassé. Parce qu'en 48 heures, ce sont pas seulement les Européens qui se sont retournés contre lui. Parce que dans les 24 heures qui ont suivi le vote européen, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour Infantino. D'abord, la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, avec ses 41 fédérations. Elle a aussi tenu sa réunion et
elle aussi, a rejeté le plan, en dénonçant l'absence de tout examen par les organes de gouvernance de la FIFA. Elle n'est pas allée jusqu'au boycott, mais retient bien ce détail. Parmi ces 41 fédérations, il y a les États-Unis, le pays qui vient d'accueillir la Coupe du Monde, le pays de Trump, le pays des investisseurs du projet. Même eux ont dit non. La fédération anglaise a résumé l'ambiance en une phrase. Nous sommes épaule contre épaule avec les équipes européennes. La Coupe du Monde appartient au football et lui appartiendra toujours. Puis, la Confédération asiatique s'est exprimée à son tour. Et là, c'est plus subtil, mais tout aussi révélateur. L'AFC a officiellement fait part de sa déception et de son inquiétude face aux actions unilatérales de la FIFA, en lui demandant de respecter ses propres statuts. Mais pas de boycott, pas de rejet frontal. Son président, le Sheikh Salman du Bahreïn, a demandé à ses fédérations d'attendre les conclusions des consultations. Et selon les informations de Romain Molina, l'explication est simple. L'AFC était très divisé en interne, globalement contre le projet. Mais Salman est un proche d'Infantino depuis des années. Et d'après Molina, il ne voulait tout simplement pas taper trop fort sur son ami. Même les alliés d'Infantino ne pouvaient plus le défendre ouvertement, ils pouvaient juste essayer de gagner du temps. En une seule journée, le rapport de force était devenu écrasant. L'Europe entière en boycott, les 41 fédérations de la CONCACAF en rejet officiel, l'Asie qui exprimait sa défiance. Et pour bloquer le projet, il suffisait qu'une majorité des 211 fédérations refuse de le soutenir. Mathématiquement, le plan était déjà en train de mourir. Restait à savoir combien de temps Infantino mettrait à l'admettre. Et cette révolte, elle sort pas de nulle part. Les signes s'accumulaient depuis des mois. La présidente de la fédération norvégienne, Lise Klaveness, avait déjà porté plainte contre Infantino devant la commission d'éthique de la FIFA. La Suède avait refusé de signer la lettre de soutien à sa réélection. En mai 2025, Ceferin et plusieurs délégués européens avaient carrément quitté le congrès de la FIFA au Paraguay, quand Infantino était arrivé avec 2 heures de retard parce qu'il enchaînait les réunions avec Donald Trump au Moyen-Orient. Pendant cette Coupe du Monde, souviens-toi de l'affaire Balogun, on en a parlé dans la vidéo sur l'Argentine. Quand la FIFA a annulé une suspension après une demande publique de Trump, Ceferin a refusé d'assister à la finale en signe de protestation. La guerre couvait depuis longtemps. Le projet FFE a juste mis le feu aux poudres. Face à cette tempête, il reste à Infantino un seul allié de poids, la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, qui n'a rien dit. Et son silence s'explique, c'est elle qui co-organise le mondial du centenaire en 2030, avec des matchs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Et c'est elle qui pousse avec Infantino pour une Coupe du Monde à 64 équipes. Quant à la Confédération africaine, elle a annoncé qu'elle étudiait la proposition. Face à cette première journée de tempête, la réponse de la FIFA est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle est restée dans les annales, pour la mauvaise raison. Communiqué officiel, personne ne vend le football. C'est pas quelque chose que la FIFA envisagerait jamais. Personne ne vend le football alors que son propre projet écrit noir sur blanc prévoyait de céder jusqu'à 20% d'une société contenant les droits de toutes ses compétitions. Le communiqué allait même plus loin. La FIFA a réaffirmé son plan et accusé les médias de reportages erronés. Traduction, tout le monde a mal compris. On continue. Ce soir-là, Infantino pensait encore pouvoir tenir. Il savait pas que les prochaines 24 heures seraient les pires de sa carrière. D'abord, clarifions un truc important. Parce que beaucoup de gens paniquent pour rien. Ce boycott ne touchait que les compétitions organisées par la FIFA. La Ligue des Champions, l'Euro, la Ligue des Nations, ton championnat, les matchs de ton club, tout ça c'est l'UEFA ou les ligues nationales. Et rien de tout ça n'était menacé. Ta vie de fan n'aurait presque pas changé. Sauf pour une chose, la Coupe du Monde. Et c'est exactement ça la force de l'UEFA dans ce bras de fer. Elle peut vivre sans la FIFA. La FIFA, elle, ne peut pas vivre sans l'Europe. Regarde les chiffres du dernier mondial. 6 des 8 quarts de finalistes étaient européens. 3 des quarts demi-finalistes. Le champion du monde est espagnol. 6 des 10 premières nations du classement FIFA sont européennes. Une Coupe du Monde sans la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, c'est plus une Coupe du Monde. C'est un tournoi amputé que les sponsors et les télés n'auraient jamais payé au même prix. Autrement dit, ce bras de fer était perdu d'avance pour Infantino. La seule question, c'était combien de temps elle tiendrait avant de l'admettre. La réponse est arrivée en moins de 24 heures. Vendredi 31 juillet. Au réveil, la position officielle de la FIFA est toujours la même. On maintient tout, les médias ont mal compris. Sauf que dans les heures qui suivent, tout s'effondre, morceau par morceau. D'abord, Carlos Cordeiro, le conseiller principal d'Infantino, claque la porte avec une déclaration publique d'une rare violence. Je peux pas rester passif pendant que la FIFA envisage de vendre une part de la Coupe du Monde. Que ce soit clair, j'ai aucune implication dans cette proposition et je m'y oppose sans équivoque. C'est un mauvais accord pour les fédérations, un mauvais accord pour le football et un mauvais accord pour l'avenir de ce sport.
Puis Kevin Lamour, le directeur des opérations de la FIFA, un homme qui travaille avec Infantino depuis l'époque de l'UEFA, attaque à son tour. Le personnel a été trompé sur ce projet. Il ajoute « Si ça veut dire que je perds mon travail, tant pis ». Et selon Romain Molina, même le secrétaire général de la FIFA, Matthias Grafström, prenait ses distances avec les décisions du président. Molina raconte aussi recevoir des appels de présidents de fédérations et de dirigeants du monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, tous dégoûtés, mais qui n'osaient pas encore le dire publiquement. Et la journée n'était pas finie. Le Premier ministre britannique a qualifié la proposition de scandaleuse. Les groupes de supporters européens tournaient en boucle avec le hashtag Infantino out. Et le coup de grâce est venu de là où Infantino l'attendait le moins. La CONMEBOL, sa dernière alliée, celle du Mondial 2030 et de la Coupe du Monde à 64, a officiellement demandé des clarifications sur le projet. Pas de soutien, des clarifications. Quand même ton dernier allié te demande des comptes, c'est terminé. L'agence AP a résumé la journée en une phrase. Tout le monde essentiellement était contre lui, Infantino n'avait plus un seul ami. Et vendredi soir, le communiqué tombe, signé du président de la FIFA lui-même. Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions d'une nature telle que, quel que soit le niveau de soutien, elles ne servent plus l'objectif fixé au départ. Notre but a toujours été et sera toujours d'unir et d'améliorer. En conséquence, cette proposition ne sera pas mise en œuvre. Relis cette phrase. Notre but a toujours été d'unir. Pour un projet préparé en secret, révélé par la presse et accompagné d'une deadline avec des millions à la clé, le projet FIFA Forward Enterprise était mort. Il aura vécu 4 jours. 4 jours. Souviens-toi de la Super League en 2021. Le projet des grands clubs avait tenu 48 heures face à la révolte des fans. Et on pensait que ce record de capitulation resterait unique. Infantino a fait à peine mieux. 96 heures entre son annonce et sa réédition. Et il y a une dernière information qui montre l'ampleur des dégâts. Selon AP, Infantino avait quitté New York la semaine précédente avec des lettres de soutien d'environ 200 fédérations sur 211 pour sa réélection de mars 2027. Une semaine plus tard, après ce fiasco, ce soutien est décrit comme incertain. Le projet qui devait verrouiller sa réélection est peut-être devenu la chose qui la menace. La question que tout le football se pose maintenant, est-ce qu'Infantino vient de sauver sa peau? Est-ce qu'il vient de signer le début de sa fin? Voilà comment le football a gagné une bataille que personne n'avait vu venir. Mais attention, gagner une bataille, pas la guerre. Parce qu'Infantino est toujours président de la FIFA. L'élection de mars 2027 approche, toujours sans aucun candidat en face de lui. Et l'histoire de cette institution a prouvé une chose. Les projets abandonnés ont l'habitude de revenir sous d'autres noms, dans d'autres formats, à d'autres moments. La vraie question des prochains mois, c'est de savoir si cette humiliation va enfin faire émerger une opposition, ou si tout le monde va retourner s'écraser comme avant. Dès qu'il y a du nouveau, un candidat déclaré, une nouvelle version du projet ou un rebondissement à la FIFA, je te fais une vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. En attendant, la question du jour est simple, et je veux ton avis en commentaire. Est-ce que tu serais d'accord, toi, pour que des investisseurs privés possèdent une partie de la Coupe du Monde ? Peut-être que ça te choque, ou peut-être que tu te dis qu'avec des milliards en plus, le foot de ton pays serait mieux développé, et que c'est un deal acceptable. Dis-moi honnêtement dans quel camp t'es. Si la vidéo t'a aidé à comprendre cette affaire, lâche un like, partage-la à un pote qui n'a rien suivi, et on se retrouve très vite sur Elite Foot.